Préparons demain, c'est votre podcast grand angle sur l'efficacité énergétique et la décarbonation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons demain. Lors du dernier comité interministériel de la logistique, le gouvernement a rappelé son ambition de développer le fret fluvial. Alors c'est une démarche qui s'inscrit dans la volonté plus large de rendre le transport de marchandises plus écologique en France. D'ailleurs, Clément Beaune, en tant qu'ancien ministre délégué au transport, avait annoncé en décembre 2023 un objectif d'augmentation de la part modale du transport fluvial de 2 à 3% d'ici à 2030, dans le cadre bien sûr des actions à mettre en place pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050. Ces ambitions, elles sont sûrement et probablement reprises dans la prochaine stratégie nationale bas carbone. Mais alors aujourd'hui, Medlink Ports, qui est une association créée en 2008, ne peut que se réjouir de cette ambition et plus largement de la volonté de développer le report modal pour réduire l'empreinte carbone du transport de marchandises, car le report modal vers le fleuve est l'un des axes que l'association met en avant. Alors pour explorer cette thématique et discuter des enjeux liés au report modal vers le fluvial, j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Mathieu Glaise, qui est le délégué général de Medlink Ports. Bien, bonjour Mathieu, merci d'être avec nous aujourd'hui pour aider nos auditeurs à comprendre un petit peu mieux les enjeux et les opportunités liées au fret fluvial. Pour commencer, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter un petit peu Medlink, nous expliquer un petit peu pourquoi l'association a été créée, quelles étaient ses motivations et quels sont ses objectifs aujourd'hui ? Bonjour Aurélie, bien sûr, avec plaisir. Donc l'association a été créée en 2015. Elle était née déjà d'une première union entre les ports fluviaux qui existaient depuis 2008. Et en 2015 a été créée sous l'impulsion du préfet de région à l'époque, l'association en alliant les ports fluviaux et les ports maritimes. Donc l'association aujourd'hui se compose de 3 ports maritimes que sont 7 Marseille, Fos, Toulon, ainsi que 9 ports fluviaux qui partent donc de Pagny à côté de Dijon jusqu'à Arles, donc on a Pagny, Châlons, Mâcon, Villefranche, Lyon, Salaise, Sablons, Valence, Avignon et Arles. Et à cela se rajoutent aussi 3 gestionnaires d'infrastructures que sont Voies navigables de France, la Compagnie nationale du Rhône et depuis 2019 SNCF Réseau, puisque on est là pour valoriser à la fois le fluvial mais aussi le ferroviaire. Mathieu, le report modal, c'est un terme clé dans le domaine du transport, mais il est peut-être un petit peu technique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer vraiment ce qu'est le report modal et pourquoi il est important ? Alors oui, bien sûr. Donc pour continuer un petit peu sur ce que j'ai expliqué, Medlink est là pour accompagner dans ce report modal les chargeurs. Alors les chargeurs, ce sont les entreprises qui fabriquent de la marchandise, qui produisent de la marchandise ou qui font acheminer de la marchandise. Et en réalité, nous, on est là pour accompagner. Alors il y a des entreprises qui viennent nous voir pour nous dire je ne sais pas comment on fait du fluvial, comment on s'y prend. Pareil pour le ferroviaire, je ne sais pas comment on fait un train, comment on s'y prend. Donc on est là pour les accompagner sur cette méthode de travail. On a des connaissances techniques, on est appuyé aussi d'experts. Donc ce qui permet de faciliter. Le report modal, qu'est-ce que c'est ? C'est de transférer une marchandise d'un mode à un autre. Voilà, donc vous avez différents types de reports modaux. Nous, ce qu'on essaye de promouvoir sur le report modal, c'est un report modal qui est fluvial et ou ferroviaire. Voilà. Après, on est obligé d'avoir la route. Alors, je le précise bien parce qu'on n'est pas contre la route, loin de là. On est contre les très longues distances. En revanche, on a besoin de la route. C'est le maillon essentiel, le premier, le dernier maillon, voire le maillon du milieu parfois, mais c'est un maillon essentiel à la chaîne. La route est très importante aujourd'hui. Le report modal aujourd'hui, quand on fait de la vulgarisation d'informations comme je fais au quotidien, c'est compliqué. Du coup, on parle plutôt de réseau bas carbone. Tout de suite, réseau de transport bas carbone, ça parle beaucoup plus à nos interlocuteurs. Merci Mathieu pour ces éclaircissements sur le report modal. Alors maintenant qu'on en a une meilleure compréhension, j'avais une question sur les objectifs du développement du fret fluvial. Aujourd'hui, il y a des objectifs qui ont été établis au niveau national et européen, mais où se situe vraiment la France à ce jour ? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on rattrape le retard. On a eu beaucoup de retard sur la partie fluviale, sur la partie ferroviaire. On essaye de doubler, en fait, de multiplier ces reports modaux qui ont traîné. Alors c'est lié à des politiques, c'est lié à des problèmes d'infrastructure, c'est lié à l'histoire, en fait. On a ce constat-là aujourd'hui. Maintenant, il ne faut pas tirer sur le passé, il faut plutôt se projeter vers l'avenir. Et je crois qu'il faut avoir cette logique d'ambition, de porter les choses hautes comme on a pu le faire par le passé. Il y a une volonté
volonté politique aujourd'hui de la part de l'État de redevenir un des ports principaux au niveau de l'Europe, pour la France. Et donc pour ça, voilà, il faut s'appuyer sur des hinterlands. Ça veut dire que les façades maritimes doivent être compétitives, plus compétitives aujourd'hui, elles le sont, mais il le faut encore plus demain, face à des concurrences qui sont à la fois européennes, mais avec des actionnariats qui sont souvent chinois, donc ça fait des concurrences entre guillemets masquées, maquillées dans notre continent européen, et on a cette compétitivité à avoir avec les autres ports. Et pour ça, les façades maritimes doivent s'appuyer sur des hinterlands, donc ce sont des bases arrières de la façade maritime, sur les infrastructures, des hinterlands réactifs, fluide. Et pour ça, justement, plus vous avez une base arrière fluide et réactive, plus votre façade, avec les services que vous proposez, votre façade maritime sera attirante. Donc pourquoi il faut avoir des hinterlands comme ça réactifs? Déjà parce qu'on peut s'appuyer sur des réseaux fluviaux, que ce soit partout en France, enfin, là où il y a des zones de pertinence. Je pose pas les modes, je précise bien, parce que tous les modes sont complémentaires. Vous avez aussi des réseaux ferroviaires sur lesquels il faut s'appuyer, bien évidemment, parce que c'est globalement électrique, et en plus, donc ça réduit énormément les gaz à effet de serre. Et vu qu'on doit atteindre l'objectif zéro carbone pour les transports d'ici 2050, il faut tout de suite avoir une réactivité collective sur notre propre pays déjà, mais aussi sur le continent. Sur ces sujets, pour développer un petit peu tout ça aujourd'hui, il faut évidemment avoir plus de flotte, il faut se redonner les moyens. Moi, je vois l'évolution sur mon bassin, sur les 20 dernières années, sur le vrac et sur le conteneur. On a eu une période de pic sur le conteneur, donc en 2015, où on a faisait 103 000 conteneurs par voie fluviale. Aujourd'hui, on avoisine les 60 000, donc on a énormément perdu. On peut très vite revenir à ces 100 000 parce que les choses sont en train de changer. Il y a des barges quotidiennes qui essayent de se mettre en place. Il y a des nouveaux services qui se mettent en place aussi sur la partie de fosse, sur la partie maritime. Les choses sont en train d'évoluer. Les opérateurs fluviaux changent de modèle économique et de modèle opérationnel. Et puis vous avez aussi des motorisations qui changent, des énergies nouvelles qui se mettent en place. Il y a des carburants alternatifs qui peuvent déjà réduire, sans toucher au moteur, des moteurs diesel avec des huiles de synthèse, de 50 à 90% les gaz à effet de serre. Donc on a de quoi faire, on a vraiment tous les moyens aujourd'hui. On sait que nous, sur notre hinterland fluvial, on peut transporter jusqu'à 400 000 conteneurs. On peut déjà revenir à 100 000, ça sera déjà bien. Mais aussi sur le vrac, on a une capacité de 20 millions de tonnes qu'on peut transporter. Aujourd'hui, on en fait moins de 5. La meilleure période, je crois que c'était 7 millions de tonnes. Donc on a eu des pics de charge comme ça. Il faut revenir à ces sujets, sachant qu'on n'invente rien. On repart sur ce qui avait été fait avant et même au début du siècle. Donc aujourd'hui, l'objectif de développement, moi j'y crois. On a une impulsion politique qui nous accompagne aussi dessus. Alors, il y a une volonté de l'État de faire un grand port fluvio-maritime entre Marseille et Lyon. Donc c'est ce qu'on appelle le comité consultatif interportuaire et logistique. C'est la préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes en charge de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, Madame Fabienne Bussiot, qui s'occupe de cela, avec son délégué général Romain Maillot. Et du coup, il y a une impulsion qui est faite par la préfecture de la région, qui a aussi la casquette de préfecture de bassin, qui est là pour impulser ce projet de l'État. Et du coup, c'est une très bonne chose, parce que ça permet d'harmoniser aussi énormément de sujets avec les douanes, avec l'intégralité des acteurs. Donc il y a une ambition qui est là. Pour nous, c'est une opportunité géniale parce qu'il y a une dynamique et on a les services de l'État qui nous suivent aussi dans cette dynamique avec tous les acteurs économiques qui ont compris que notre avenir se joue aussi sur ces sujets-là. Justement, voilà, vous avez mentionné quelques obstacles que rencontre le report modal aujourd'hui, mais quels sont les leviers vraiment que vous identifiez pour permettre le développement du fret fluvial finalement ? Alors, sur les obstacles, on peut revenir dessus? Ouais, on peut revenir dessus, Aurélie. Donc sur les obstacles, en fait, souvent on me pose la question, on me dit, mais Mathieu, finalement, c'est quoi les obstacles? C'est quoi l'obstacle clé? En fait, il n'y a pas un obstacle clé. Il y a beaucoup d'obstacles qui sont pas si infranchissables, qui sont pas si énormes que ça. On a des obstacles qui sont liés au quotidien où chacun a des petites problématiques, que ce soit sur l'infrastructure, que ce soit sur les opérateurs fluviaux, que ce soit chez les commissionnaires et les transitaires, les agences de transport, que ce soit dans les formations de ces agences ou de ces futurs commissionnaires, mais c'est aussi chez les chargeurs, les entreprises, sur leur manière de fonctionner, leur modèle de transport, leur supply chain, mais aussi leur modèle d'achat, leur modèle économique. En réalité, si vous voulez, chaque acteur a une clé dans sa main
Et tout le monde peut contribuer en activant ces clés. Alors on n'est pas forcément obligé de les activer en même temps, mais petit à petit ça va se détendre, se délier là-dessus. Et je pense que chacun est porteur d'une brique sur le changement radical. Donc il n'y a personne qui bloque en particulier, hein. C'est chacun a des petits trucs à régler chez lui. Et comme c'est un écosystème qui travaille ensemble, hein, c'est une vraie chaîne globale, hein, c'est un véritable écosystème. Il y a des sujets à changer. Sur les obstacles en fait qui empêchent aujourd'hui il y a, si on regarde un peu plus en détail chez les chargeurs, par exemple, les chargeurs ont aussi un modèle d'achat. Par exemple, vous avez une direction qui a son modèle, qui est là pour vendre, hein. C'est ça l'objectif. La principale préoccupation, c'est la santé économique de son entreprise. Le transport, ça devient secondaire. Toutefois, alors je montrerai le contraire aussi, hein, mais il y a des entreprises qui disent c'est l'objectif de réduire les achats, il faut faire des économies en période compliquée, en période etc. Donc vous avez des acheteurs qui vont passer des contrats de transport, des acheteurs qui vont prendre le moins cher ou prendre ce qui est le plus efficace par rapport à leurs propres objectifs. Et vous avez de l'autre côté un supply chain manager, un responsable transport qui lui va se retrouver avec toute une chaîne à rattraper derrière liée à des achats. Alors, il y a des entreprises où ça se passe comme ça parce qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est comme ça et c'est la direction qui donne cette direction-là, hein, l'exécutive. Et vous avez, à contrario, des entreprises, bien sûr françaises, qui, elles, font le contraire. C'est-à-dire qu'elles ont bien compris qu'il faut aussi intégrer la chaîne de transport dans la RSE de l'entreprise. Il y a des cellules, vous voyez très bien, un directeur des achats avec le directeur supply qui sont dans le même bureau et qui travaillent ensemble toute l'année pour avoir une logique et une cohérence et une cohésion sur la partie transport, pour l'acheminement de matériaux ou l'évacuation, enfin entre guillemets l'exportation des produits finis. Et ça, c'est très important. Vous avez aussi des entreprises où il n'y avait pas tout ça, comme j'ai évoqué tout à l'heure, et puis... hop, impulsion au niveau de la RSE, et ils expliquent, ils disent, maintenant il faut qu'on ait des transports plus verts, un report modal, il faut qu'il y ait tout ça avec un bilan carbone derrière pour montrer qu'on fait des efforts. Et à ce moment-là, le directeur RSE qui n'avait pas trop de considération prend une passe importante avec les achats, avec la supply, et ça devient très intéressant parce qu'on voit une bascule qui s'opère. Et aujourd'hui, moi je le vois au quotidien dans les équipes de Medlink, avec les collaborateurs et les partenaires de Medlink, les membres permanents, il y a une bascule qui est en train de s'opérer. Donc ça c'est vraiment intéressant. Ce qu'on voit aussi, c'est après, je vous dis, je ne juge et je n'accuse personne. Il y a aussi des chargeurs qui eux sont déjà très convaincus de ce sujet de bilan carbone et qui basculent complètement là-dedans jusqu'à faire du transport par voile dans certains cas, pour certains types de marchandises. Donc tout est envisageable. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que quand même chez les chargeurs, il y a beaucoup de préoccupations concernant les gaz à effet de serre, concernant le bilan carbone, parce que tout le monde comprend bien, y compris avec des matières comme les douanes, tout le monde comprend bien qu'il y a des réglementations qui sont en train de se mettre en place au niveau mondial, au niveau européen, au niveau national, et qu'à un moment donné, ces réglementations vont potentiellement se transformer en sujet taxe carbone ou de ce genre de choses, et qu'il faut anticiper tous ces sujets et pas se retrouver un peu le bec dans l'eau. Donc, elles anticipent, et du coup, ce passage, entre guillemets, obligatoire, et cette anticipation, les oblige à venir et à se renseigner sur ces sujets. Vous avez aussi de l'autre côté des commissionnaires qui doivent aussi changer leur modèle économique. Alors je les blâme pas du tout parce que c'est un modèle économique aussi respectable que notre, mais il y a effectivement aujourd'hui une offre et une demande qui est en train de changer, non pas sur le volume de l'offre et de la demande, non, mais sur le contenu en fait. Et c'est là où ça devient intéressant. Des commissionnaires qui aujourd'hui viennent travailler avec nous parce que ils ne connaissent pas le fluvial et c'est sans jugement d'ailleurs, hein, et c'est ça honte, on leur dit non mais n'ayez pas honte, c'est normal, on vous accompagnera, on va vous aider, on va vous faire gagner du temps, on vous donne un carnet d'adresses, on vous aide aussi sur la partie études, qu'est-ce que c'est comme type de marchandises, voilà les bons partenaires, on leur fait vraiment gagner du temps, on les forme d'une certaine façon pour qu'eux après ils aient plus besoin de nous et qu'ils partent tout seuls en autonomie sur ces sujets fluviaux et ferroviaires. Certains sont déjà calés sur le ferroviaire, d'autres sont que sur le fluvial, mais globalement il y a une vraie volonté d'avancer aussi et les commissionnaires doivent aussi se remettre en question sur ces sujets de fond, mais ils le font globalement, c'est en train de changer. Et puis on voit aussi beaucoup de petits chargeurs, de petites entreprises avec des petits volumes qui voudraient faire plus de report modal vert, voilà, hein, mais qui ne sont pas assez considérés parce que ce ne sont pas des grands comptes, ce ne sont pas des grands volumes. Donc c'est pour ça qu'il y a cette préoccupation et que certains commissionnaires ont commencé à comprendre qu'effectivement tout ce lot de petits volumes, ça fait quand même un gros volume. Mais ça demande 2 fois plus de travail pour les équipes. Donc il y a aussi ça à changer. Après, vous avez aussi des compagnies maritimes qui, elles, passent aussi des contrats en direct avec les entreprises.
enfin ce qu'on appelle du carrière au ledge. Et c'est à elles aussi, à partir du moment où vous êtes maître des volumes, c'est aux compagnies aussi de s'engager sur ce report modal. Elles ont des volumes considérables aussi en carrière au ledge, donc ça devient intéressant de regarder ces sujets de fond. Ça veut dire aussi dans les ports, à mettre en place peut-être des nouveaux services, des 3-8, que ce soit dans les ports intérieurs sur la partie fluviale, pour mettre en place un meilleur service, avec peut-être aussi relancer un service douanier pour remontrer que finalement il peut encore relancer des transferts entre installations de stockage temporaire. Ça permet très vulgairement, ça permet d'avoir un stockage flottant encore sous douane, et on dédouane soit sur le port fluvial d'arrivée, soit carrément dans l'entrepôt chez le chargeur. Donc il y a des solutions qu'on a tous globalement en main et qu'on peut utiliser aujourd'hui. Des freins, il y en a partout, mais il y a aussi des solutions partout. Alors oui, là effectivement, on a identifié pas mal de leviers. Alors peut-être que vous en voyez d'autres, est-ce que vous voulez compléter ? Oui, ce que je veux dire globalement, c'est que changer le mode de transport d'une entreprise, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut bien prendre en compte le modèle économique de chaque entreprise, sa façon de vivre, sa façon de survivre. Tout est important. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop quand on force la main aux acteurs économiques, parce que c'est déjà assez tendu pour eux dans certaines situations et selon les marchés. Nous, on prend en compte chaque chose, chez chaque chargeur qui nous demande de l'aide, on le fait vraiment, on n'est pas là en mode dur, on est plutôt en mode soft power, on essaie de comprendre s'il y a des saisonnalités, c'est lié à, s'il y a son flux, ses origines, ses destinations, mais est-ce qu'il y a des pics de charge qui sont liés à quoi ? On a besoin de tout comprendre, et plus on comprend son modèle économique, plus on va pouvoir voir des petites marges pour comprendre où sont les leviers chez lui, qui pour lui paraissent insignifiantes, mais pour nous sont énormes en réalité. C'est pour ça qu'on leur fait faire des rendez-vous B2B, ça fait partie des leviers, on les amène sur le terrain, et c'est pour ça que moi j'en attends beaucoup. Alors des petits chargeurs ou des moyens chargeurs qui font des efforts, il y en a déjà beaucoup, mais j'en attends encore plus des gros, dont je tairai les noms, mais des très très gros que tout le monde connaît, et qui eux doivent montrer cet exemple aussi, de faire ce gros passage, parce que c'est important de montrer l'exemple à tout le monde. Ils ont largement les moyens de faire ce gros passage aussi, c'est plus conséquent pour eux, mais ils ont aussi les moyens de se poser, de prendre le temps de réfléchir à une autre logistique bas carbone, là où les petits sont plus en flux tendu et eux ils ont moins de temps pour basculer. Mais ce que je veux dire, c'est que vous accompagnez pas une entreprise comme ça qui fait du camion depuis plusieurs générations dans une entreprise familiale, on la fait pas changer comme ça du tout au tout, ça se fait par petits volumes, par paliers. Il faut aussi que l'entreprise prenne confiance dans ce nouveau mode qu'ils ne connaissaient pas jusqu'à présent. Donc un changement de culture, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, mais ça prend un peu de temps. Mais une fois que c'est fait, pour faire gagner la confiance des acteurs, une fois que c'est acté, ça y est, ça démarre et c'est parti. C'est pour ça que j'ai confiance dans les acteurs économiques, de transport, les commissionnaires, les agents, les compagnies, parce que cette bascule est en train de s'opérer chez tout le monde aujourd'hui. Effectivement, merci beaucoup Mathieu. On a une réponse qui est très complète. Maintenant, on va pouvoir passer à une question sur la vision à long terme de Medlink. Alors, on se pose la question, quelle est la vision à long terme de Medlink pour le fret fluvial et le report modal en France ? Pour continuer dans la même lancée de ce que je dis, ce changement de culture, il ne va pas s'opérer comme ça du jour au lendemain, mais il est déjà là. Donc ça, c'est plutôt très bien, et beaucoup d'acteurs sont en train de comprendre, dans tous les secteurs. Je vois, c'est la crise dans le secteur du BTP, dans le secteur du bâtiment, c'est la crise, mais je vois des acteurs majeurs là-dessus qui sont en train de se remettre en question, qui profitent justement de cette baisse d'activité pour changer beaucoup de choses à l'intérieur dans leur mode de transport aussi. Je vois aussi des acteurs qui, ça y est, ça comprend. Nous, on le voit sur le terrain au quotidien. On voit des acteurs qui ont décidé, ils sont venus nous voir l'année dernière pour nous dire « Ok, comment ça marche ?» Cette année, on a des objectifs chiffrés. Donc les choses sont en train de changer. Maintenant, pour répondre à votre question sur la vision à long terme de Medlink, c'est pas que Medlink en réalité, c'est tout le pays, c'est le continent. Les marchandises n'ont pas vraiment de frontières en réalité, elles sont rattachées à des territoires, mais elles sont sans frontières. Pour nous, Medlink, la vision, on a cet appui de l'État. On a une dynamique politique qui est très bien aujourd'hui et ça nous va très bien parce que ça dynamise les choses et ça rassemble encore plus tout le monde derrière un projet. En plus de ça, on veut avoir un hinterland réactif. On veut se remettre à un bon niveau compétitif sur sa façade maritime, donc ça veut dire toute la façade méditerranéenne française, avec sa base arrière hinterland et je vais même un peu au-delà de Medlink bien sûr. Donc ça c'est une fluidité qui doit s'opérer physiquement sur le rail, sur
le fluvial, donc avec un système opérationnel qui reste très fluide, très réactif. Il l'est déjà aujourd'hui, mais il le faut encore plus demain. Et on peut le faire aussi plus connecté, c'est-à-dire que il ne faut pas tout connecter parce qu'on est plus vulnérable aussi, mais il faut que cet hinterland réactif, ce système de cargo community system qui existe sur la façade maritime, il faut qu'il puisse aussi se mettre dans cette logique de l'axe avec un hinterland numérisé. Ça fait partie d'une vision à long terme, mais on ne s'arrête pas là. On a des frontières qui sont évidemment, on n'a pas vraiment de frontières dans l'hinterland puisqu'on travaille avec les autres hinterlands français, déjà dans un premier temps. Donc ça veut dire, vous savez, dans Medlink, il y a aussi le port de Strasbourg qui est membre, le port de Aurora Import de Mulhouse, voilà, qui est membre de Medlink. Ils sont pas sur mon territoire, entre guillemets, mais ils sont dans cette logique puisque les flux vont de zone en zone, de territoire en territoire. Donc il faut être de concert, avoir une approche systémique, globale. Ça fait partie d'une vision à long terme. Nous, on travaille avec donc ces ports-là qui sont dans Medlink, mais on travaille avec Norlink aussi. J'ai un homologue qui est sur la région Hauts-de-France, avec tous les ports du nord français, Calais, Lille, Valenciennes, etc., qui sont Dunkerque, voilà, qui sont en connexion avec nous. Il y a des trafics, il y a des flux qui passent, voilà, on s'arrête pas, c'est pas des bassins fermés. On travaille avec Aropa, le port de Havre-Rouen-Paris, ça fait partie de nos interlocuteurs principaux. On discute aussi avec les ports de Seine-Normandie, Aquitania Port Links, La Rochelle, ou encore Opportunity avec Nantes-Saint-Nazaire. Toute cette approche-là, elle est jamais fermée, il faut bien comprendre ça, et il faut avoir cette solidarité entre hinterlands français. On a même lancé avec Norlink et Aropa des approches collectives sur des salons internationaux comme Munich, où on a lancé le French Link. Voilà, bon, on s'est donné un petit nom comme ça, voilà, ça reste très artisanal, mais ça reste très orienté business. Et dans une vision à long terme aujourd'hui, comment il faut voir les choses? Les gros faiseurs, ce sont aussi les compagnies maritimes qui sont souvent, elles, visées par ces bilans carbone, par ces sujets de fond. Il faut miser sur des axes sud-nord, nord-sud. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? C'est de dire, ben voilà, il peut y avoir des alliances avec les ports du Range Nord, les ports donc du Range Nord français, bien sûr, mais aussi les ports de Anvers, de Duisbourg, de Mannheim, de Rotterdam, de Hambourg. Tous ces ports-là, on peut miser sur des hinterlands profonds, à la fois fluviaux pour décharger une première partie chez nous, parce que c'est des zones de pertinence, et ferroviaires, puisqu'on peut s'appuyer sur des corridors européens ferroviaires, qui eux sont très demandés aujourd'hui. Donc ce qu'il faut, c'est créer plus d'alliances pour que ces compagnies maritimes aujourd'hui, plutôt que de faire des grands détours, puissent s'arrêter sur notre façade et remonter directement en ferroviaire. D'autres pays le font déjà, c'est le cas de l'Espagne, c'est le cas de l'Italie. Il faut que nous aussi, on le fait aussi bien sûr, mais il faut qu'on le fasse plus encore demain pour avoir une offre plus compétitive, plus forte et surtout plus séductrice pour l'intégralité des acteurs internationaux. Voilà, après, oui, comme je disais, voilà, il y a cette impulsion politique qui est là aujourd'hui en France, qui nous aide beaucoup, et je pense que voilà, on est plutôt bien parti. Ne nous arrêtons pas en chemin, et il y aura toujours des embûches, mais ça fait partie du jeu, voilà. Alors on arrive à la dernière question de notre podcast. Mathieu, je pense que c'est une réponse qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. Comment, pour ceux qui veulent vraiment faire une différence ou qui ont été inspirés par tout ce dont on a discuté aujourd'hui, comment ils peuvent soutenir ou s'engager dans la promotion du report modal et du fret fluvial? Est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques ou des actions concrètes auxquelles ils peuvent participer? Oui, alors les chargeurs, alors oui et non, parce que les chargeurs, les commissionnaires, enfin tous les acteurs de la chaîne peuvent s'engager, ils savent très bien où sont les sujets. Après, c'est effectivement s'ils sont perdus, s'ils ont un besoin d'accompagnement, pour ceux qui connaissent vraiment pas du tout, on est là pour ça. On peut vraiment accompagner les sujets, les dossiers, ça, il n'y a pas de problème. Comment ils peuvent soutenir et s'engager? En s'engageant. En fait, c'est aussi simple que ça la réponse. Il suffit de s'engager. Alors, selon la taille évidemment des entreprises, c'est plus ou moins costaud à mettre en place, plus ou moins lourd, mais c'est une question de volonté en réalité. Il y a quelques méthodes, entre guillemets, il y a une méthode de travail pour basculer vers ce report modal, mais il n'y a pas de secret de polichinelle, il n'y a pas de secret industriel. Nous, on accompagne, on donne des choses qui étaient non identifiées jusqu'à présent, et on donne ce carnet d'adresses. On a un carnet d'adresses assez costaud chez Medlink, qui est libre en fait, et pour ça, il y a tout un tas d'outils pour vous aider à basculer. En fait, c'est une aide à la bascule. Alors si, il existe aussi des mécanismes, parce qu'à un moment donné, il faut aussi parler d'argent, il existe aussi des mécanismes de subvention. Vous avez
Sur la partie fluviale, par exemple, Voies navigables de France a mis en place un plan d'aide au report modal et ainsi qu'un plan d'aide pour la modernisation et l'innovation. C'est des montants qui peuvent aller quand même jusqu'à 500 000 euros. Ça peut vous aider à subventionner une partie d'un bateau. Ça peut vous subventionner de l'équipement sur un bateau. Ça peut vous payer aussi des études, des études de flux et de trafic pour voir si c'est basculable en fluvial. Il existe aussi le programme C2E. On a des partenaires avec lesquels on travaille. Certinergie, STX, qui sont dans Medlink et qui eux nous accompagnent aussi sur le certificat d'économie d'énergie avec des programmes qui vous permettent de financer de l'achat de matériel roulant ou de matériel pour la navigation fluviale contribuant à ce report modal bas carbone. Et puis vous avez aussi le programme Remove de l'ADEME qui lui aide les chargeurs à basculer sur le fluvial, donc c'est une aide concrète pour vous aider à basculer si vous partez de rien. Donc il y a une aide, il y a une aide de l'État aujourd'hui. Puis donc tous ces mécanismes aujourd'hui sont pas négligeables. Vous avez aussi le programme Appel d'air qui vous permet de transiter des flux, de cartographier aussi les flux et la bascule de ces flux. Non, c'est très intéressant. Il y a des aides de l'État qui sont là aujourd'hui. Il faut en profiter parce que dans quelques années, comme je vous expliquais tout à l'heure, ces aides se transformeront plutôt en taxes pour ceux qui ne jouent pas le jeu du bas carbone en réalité ou du zéro carbone. Donc ça va se mettre en place, pas tout de suite d'un coup, mais ça va venir. Donc il vaut mieux que les acteurs anticipent ces sujets. C'est pour ça que nous, tous ces leviers, déjà, engagez-vous. Et si vous avez peur, vous nous passez un coup de fil, on monte un rendez-vous, on vous appelle. Vous avez des homologues sur la région. Tout est une question de volonté et d'engagement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je parlais des très gros chargeurs. Il y a cette volonté aussi de s'engager. C'est pas seulement du greenwashing. Le greenwashing, ça a commencé il y a quelques années. Maintenant, on est dans le concret et dans la mesure. Parce que justement, tous ces outils de mesure, les bilans carbone, tous ces sujets, on s'aperçoit que chacun a son éco-calculateur et qu'on va commencer de plus en plus à regarder les méthodes de calcul dans la culture globale des choses. Ça va se passer comme ça. Donc, comment on peut soutenir, comment on peut s'engager? Vous venez nous voir, vous venez de voir des associations comme les nôtres pour vous aider à basculer. On vous présente l'intégralité de l'écosystème et on vous accompagnera jusqu'au bout pour que vous puissiez rentrer votre dossier. Et d'ailleurs, je précise qu'on labellise ceux qui font l'effort pour la partie fluviale et maintenant ferroviaire. On leur donne un label Medlink qui n'a aucune valeur juridique mais qui est une valeur symbolique. Et chaque année, ça fait un peu 90s comme disent les jeunes, mais on remet un trophée, un joli trophée en verre, gravé aux acteurs qui ont fait l'effort de basculer sur le report modal. Et même si c'est des petits, ils peuvent quand même candidater à ces trophées parce que, les petits aussi, il faut les récompenser. Si vous faites, tout petit volume, c'est pas grave. Vous avez fait l'effort de basculer. Donc ça intéresse. Les gros sont récompensés, les petits, les moyens, tout le monde a sa chance. Donc il faut profiter aussi de cette dynamique un peu marketing qui plaît beaucoup aux équipes, surtout qui font l'effort de comprendre ce nouvel écosystème et qui sont récompensés symboliquement, mais je crois que c'est plutôt apprécié par tout un chacun. Donc on a des méthodes, on a des accompagnements, on est là, et surtout, faut pas hésiter à prendre son téléphone et nous appeler. Alors merci beaucoup Mathieu et j'espère que l'un de nos auditeurs sera peut-être du coup le prochain récompensé. Oui, tout à fait. Bon, alors ne nous cherchez pas sur le Minitel, le 3615 Medlink n'existe plus. Mais bien sûr, et si les auditeurs veulent nous appeler pour savoir si ils peuvent candidater, mais bien sûr, on les accueille avec plaisir. Je rappelle qu'on est là pour accompagner, on n'est pas là pour punir, et justement, c'est plutôt dans une approche de projet qu'il faut mettre les acteurs, et tout le monde joue le jeu aujourd'hui, et il faut récompenser ceux qui jouent le jeu, et ceux qui jouent pas encore le jeu, on les attend non pas de pied ferme, mais on les attend avec les grands bras ouverts, bien comme il faut, parce que aujourd'hui c'est compliqué pour tout un chacun de changer, mais j'ai beaucoup d'espoir dans ce changement du monde aujourd'hui, où les jeunes nous attendent aussi. C'est nous les responsables un petit peu de ça demain. Bon super, merci beaucoup Mathieu d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Avec plaisir Aurélie. Grâce à Mathieu, vous aurez compris que le report modal joue vraiment un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises. Et en accentuant les aides et en fixant des objectifs de développement du report modal, le gouvernement met en place un cadre qui est vraiment porteur pour le type de projet que met en avant Medlink Ports. Pour soutenir cette transition, comme l'a évoqué Mathieu, aujourd'hui il existe des aides financières qui ont été mises en place, comme par exemple le programme C2E Remove, qui sont des opérations financées par le biais de certificats d'économie d'énergie, ou encore les aides de Voies navigables de France pour le fluvial par exemple.
Alors si vous êtes un chargeur et que vous souhaitez en savoir plus sur les aides disponibles pour mettre en place vos projets, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail que vous retrouverez dans les ressources de cet épisode. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à nous faire un retour si l'épisode vous a plu. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Préparons demain. Si vous souhaitez en savoir plus ou écouter un autre de nos podcasts, rendez-vous sur certinergie.com. Tous ensemble, préparons demain.